Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Écosse. En 1860, l'Écosse rurale vivait du travail acharné et de communautés unies. Des fermes et petites exploitations parsemaient la campagne, où les familles élevaient du bétail et cultivaient avoine, orge et pommes de terre. Les journées commençaient donc par la traite, le nourrissage des animaux et la préparation des repas. Le printemps était consacré au semis, l'été à la récolte, et l'hiver apportait des tâches agricoles plus lentes, mais tout aussi exigeantes. L'église était le pilier du village, les dimanches dédiés au culte. Malgré les difficultés, les gens étaient fiers de leur résilience et de leur entraide. Parmi eux se trouvaient Anne Hannah et ses frères, dont la vie reflétait le labeur constant de la campagne. Anne était une femme célibataire d'environ 40 ans. Elle tenait la maison pour ses deux frères célibataires, nommés Lockhart Patterson Hannah et William Hannah, qui étaient pendant les propriétaires de Carchfad, une petite ferme située dans la partie supérieure de la paroisse de Kells, à environ 5 miles et demi au nord de la ville de New Galloway. La famille Hannah vivait dans un cottage modeste mais digne d'un étage. Tout près, sur un terrain légèrement surélevé, se trouvait la maison de Francis Timney, cantonnier vivant là avec sa femme et leurs 4 enfants. Les Timney louaient seuls leur cottage aux Hannah et vivaient avec moins de confort que leurs propriétaires. Malgré cela, les passants faisaient souvent remarquer que Madame Timney semblait garder son cottage dans un état nettement plus soigné que celui de Madame Hannah. Outre Casfad, les frères Hannah avaient récemment acheté une autre petite ferme, Green Loop, située à environ 2 miles et demi. Ils devaient souvent partager leur temps entre les deux propriétés, car les tâches quotidiennes exigeaient l'absence de certains à la maison principale. Le matin du lundi 13 janvier 1862, les deux frères partirent pour Green Loop afin de s'occuper de leur travail habituel, laissant leur sœur Anne seule à la maison. Elle était de bonne humeur et, vers 9h30, des enfants allant à l'école l'ont vue debout à la porte de sa maison. Ce midi-là, Madame Marie Timney envoya sa fille Suzanne demander à Mademoiselle Agnès McKellen si elle pouvait venir faire du pain. Agnès dit à Suzanne qu'elle viendrait après son déjeuner, car sa mère ne se sentait pas bien. Peu après 1 heure, Agnès partit vers le cottage des Timney, situé à un demi-mile de chez elle. Son chemin la menait devant la maison des Hannah, et elle décida de s'arrêter pour rendre visite à Anne Hannah. En s'approchant, elle vit la porte entr'ouverte. Elle entra et fut confrontée à une scène troublante. Mademoiselle Hannah était allongée face contre terre sur le sol de la cuisine et semblait inconsciente. Agnès appela, demandant ce qui n'allait pas, mais elle ne reçut aucune réponse. En s'approchant, elle vit que la pauvre femme gisait dans une mare de sang. Terrifiée par cette scène épouvantable, Agnès courut immédiatement chercher de l'aide. Malgré la maison des Timney à 60 mètres, elle n'y alla pas. Au lieu de cela, elle courut dans la direction opposée, vers la loge du portier près de la maison Knocknalang, et une fois arrivée, elle parla de ce qu'elle avait découvert dans la maison d'Anne Hannah. Accompagnée de M. Robert Coles et de sa femme, ainsi que d'un homme nommé Robert McAdam, Agnès retourna à Cashfad. Un garçon fut également envoyé pour aller chercher les deux frères d'Anne et leur dire de venir immédiatement. Lorsque Agnès revint au cottage, M. McAdam et M. Coates soulevèrent la malheureuse femme du sol et la déposèrent sur le lit. Elle gémit lourdement, comme si elle souffrait atrocement, et il était difficile de savoir si elle était réellement consciente. À un moment donné, on pensa qu'elle avait peut-être murmuré les mots « Oh mon Dieu !» mais personne ne pouvait en être certain. Un autre garçon partit chercher de l'aide et, après un certain temps, le docteur Jackson arriva au cottage. Il était maintenant 2h30 de l'après-midi, et le spectacle qui s'offrit à lui était sinistre. Il examina la femme blessée et constata qu'elle était dans un état vraiment choquant. Ses blessures indiquaient clairement une attaque violente, probablement causée par une personne armée d'un objet lourd et contondant. Réalisant la gravité de ses blessures, le docteur Jackson commença à panser les plaies, mais son pronostic était sombre. Il pensait qu'elle ne survivrait pas très longtemps et a exhorté les personnes présentes à contacter la police. Le frère d'Anne, Lockhart, est allé à New Galloway informer l'agent Robson de l'incident. L'agent a rapidement fait appel à un autre médecin nommé Dr Milson et, à 5 heures, les deux hommes étaient arrivés au cottage. L'agent a aussitôt lancé des investigations. Il a interrogé chacun pour reconstituer la chaîne des événements.
Il a prêté une attention particulière à la disposition de la cuisine où l'attaque avait eu lieu et a longuement parlé avec mademoiselle Agnès McKellen au sujet de la position exacte dans laquelle la victime avait été retrouvée. Agnès a dit à l'agent Robson que mademoiselle Anna était allongée au sol, partiellement sur le visage et le côté gauche. Sa tête reposait sur ses mains dans une pose étrangement paisible, malgré les taches de sang tout autour d'elle. Elle a dit que près de l'endroit où sa coiffe était tombée se trouvait un grand couteau de boucher et à côté une barre de fer d'1 mètre et un tisonnier, chacun marqué de sang. Les médecins sont restés avec mademoiselle Anna toute la soirée. Cependant, malgré leurs efforts et leur surveillance constante, l'état de la femme n'a cessé de se détériorer. Avec le temps, il devint clair qu'il n'y avait plus rien à faire. À 9h30, ce soir-là, elle a succombé à ses blessures et est décédée. Lorsque l'agent Robson s'est rendu au cottage des Timney pour parler à madame Timney, il l'a trouvée au lit. Elle lui a dit que son mari n'était pas à la maison car il travaillait sur les routes près du village de Corso et qu'elle avait passé toute la matinée à dormir, ne quittant la maison que brièvement pour voir ce qui se passait chez mademoiselle Anna. L'agent lui a demandé de sortir du lit et d'enlever ses vêtements. Elle l'a fait et lui a proposé d'examiner son corps pour vérifier d'éventuelles marques. Il a constaté que ses vêtements, qui comprenaient une veste à pois, un jupon en flanelle et une sorte de chemise de nuit, étaient à tout tachés de sang. Quand le policier lui a demandé l'origine des taches de sang sur ses vêtements, mademoiselle Timney a assuré qu'il ne s'agissait pas de sang, mais de traces d'eau de pluie ayant traversé la tourbe sur les chevrons du cottage. Mais l'agent de police a poursuivi la fouille et a découvert des vêtements rangés sur les solives au-dessus du lit. Lorsqu'il les a descendus, il a constaté que les vêtements étaient également fortement tachés de sang. Il y avait aussi un bonnet en coton sur le sol, ainsi qu'un mouchoir et un bonnet de nuit, tous portant des taches de sang, et il était évident que quelqu'un avait tenté, sans succès, de les laver pour les nettoyer. Ces objets ont été saisis par le constable. Cependant, il n'avait pas terminé et a continué à fouiller la propriété. Il trouva d'autres habits et 11 pains de savon. Pendant ces fouilles, madame Timney répétait sans cesse son innocence, affirmant n'avoir aucun lien avec l'attaque contre mademoiselle Annas. Cependant, avec les preuves trouvées chez elle, Marie Timney fut arrêtée et emmenée au poste de police de New Galloway. Le lendemain matin, elle fut transférée à Kirkcudbright et, durant toute cette épreuve, ses jeunes enfants restèrent auprès d'elle. Lors de son interrogatoire, madame Timney maintint son innocence, assurant ne pas avoir parlé à mademoiselle Hannah ce jour-là, tout en admettant une dispute plus tôt dans la semaine au sujet d'un morceau de fromage. Une autopsie fut ordonnée et réalisée par le docteur Shand et le docteur Millman. Les résultats confirmèrent sans doute la cause du décès. Un violent coup avait fracturé la base du crâne de mademoiselle Anna, détachant et repliant une partie de l'os. Une blessure de 5 pouces et de profondes entailles marquaient son front et ses tempes. Ses poignets s'étaient rendues gravement meurtries, probablement parce qu'elle avait levé les bras pour se défendre. Agissant sur cette information, le chef de la police et ses agents ont minutieusement fouillé la maison des Timney. Lors de la fouille, ils ont trouvé un maillet en bois sous le buffet de la cuisine, récemment lavé mais portant encore des traces de sang et de cheveux, surtout sur le manche. Des témoins ont vu madame Timney entrer dans le cottage des Hannah vers 10h, y rester environ une demi-heure, puis repartir avec un maillet et un paquet enveloppé de tissu contenant du thé et du sucre. Ils ont dit que ses vêtements et son bonnet étaient ensanglantés. Un témoin a déclaré aux agents avoir vu madame Timney laver le maillet et sa robe. Les enfants de madame Timney ont déclaré que leur mère leur avait dit que le sang sur ses vêtements venait d'une raclée infligée à Anne Hannah, qu'elle avait fait tomber avec les haches. Ils ont également dit aux agents que leur mère avait demandé à l'aînée, appelée Suzanne, d'aller chez Agnès McKellen et de lui demander de venir préparer du pain. La police a estimé que c'était parce qu'ils savaient que mademoiselle McKellen irait sûrement d'abord chez Anne Hannah et découvrirait le corps. La police a aussi découvert qu'après avoir donné ses instructions à sa fille, madame Timney est allée se coucher. Plus tard, apprenant qu'Agnès était chez mademoiselle Anna, elle a dit calmement « Eh bien, Agnès McKellen ne fera pas beaucoup de pain aujourd'hui après ce qu'elle va voir. » Marie Timney était décrite comme une femme de 27 ans, aux cheveux foncés et d'apparence plutôt agréable. Elle était d'origine irlandaise et menait une vie quelque peu dissipée, marquée par des habitudes immorales, et elle avait un tempérament violent. Elle était également connue pour avoir un caractère fort et déterminé.
Le crime avait suscité beaucoup d'inquiétudes dans le quartier et même dans tout le district des Glenkens. Les habitants locaux étaient horrifiés par la brutalité de l'attaque et par l'apparente froideur et la préméditation avec lesquelles elle avait été commise. L'idée qu'une femme puisse être responsable était presque incroyable. La police estimait que le mobile probable du meurtre était le vol. Anne Hannah, bien que pauvre, était reconnue pour sa prudence et son ardeur au travail. Elle stockait de petites quantités de thé, sucre et galettes d'avoine pour éviter d'aller au magasin plus d'une fois par semaine. Il était également connu qu'elle recevait parfois de petites sommes d'argent d'un parent qui lui envoyait de l'argent de temps en temps. Après avoir examiné les preuves, la police a conclu que Mary Timney était responsable du crime le plus brutal, et elle a été officiellement inculpée de meurtre. Le procès a commencé le mardi 8 avril 1862, et lorsque Madame Timney a été interrogée sur sa plaidoirie, elle a répondu non coupable. Pendant le procès, elle est restée très calme, comme si elle ne comprenait pas la terrible situation dans laquelle elle se trouvait. Agnès McClellan a été le premier témoin. Elle a expliqué au tribunal depuis quand elle connaissait Anne Hannah et comment elle l'avait trouvée le 13 janvier. Elle a dit que la fille de mademoiselle Timney était venue lui demander d'aider sa mère à cuisiner car elle était malade. Elle a aussi expliqué comment, au début, elle a rencontré mademoiselle Hannah et vu les scènes terribles dans le cottage. Elle a dit être restée jusqu'à la mort de la pauvre dame. Le docteur Shand et le docteur Millman, qui ont pratiqué l'autopsie, ont donné le témoignage médical. Ils ont déclaré que la mort avait été causée par les effets de blessures étendues, à la tête et au visage, ainsi que par des fractures ouvertes du crâne. Mais la défense a demandé aux médecins si ces blessures pouvaient avoir été auto-infligées ou causées par une chute accidentelle de mademoiselle Hannah sur le sol. Mais les médecins ont confirmé qu'une personne trébuchant et tombant violemment sur un sol en pierre ne pouvait pas subir de telles blessures et qu'elles ne pouvaient pas non plus être auto-infligées. William Hannah était le témoin suivant. Frère de la défunte, il a raconté comment lui et son frère étaient allés travailler à Greenloop ce jour-là. Plus tard, un message leur annonça que leur sœur avait été attaquée. Ils sont donc rentrés chez eux immédiatement. William a déclaré qu'à son arrivée, il a trouvé Agnès McClellan, Madame Coates, John McAdam et Madame Timney dans le cottage, et que Madame Timney était assise et tenait un enfant dans ses bras. Il a dit que lorsque l'enfant a commencé à pleurer, il lui a demandé de rentrer chez elle, mais il ne se souvenait pas de l'heure et ne se rappelait pas si elle lui avait parlé ce jour-là. Regardant le juge, il a ensuite déclaré qu'à 7 heures du matin ce jour-là, il avait prêté 2 shillings et 6 pence à Monsieur Francis Timney, qui lui avait dit qu'il partait travailler, qu'il n'avait pas d'argent chez lui et qu'il voulait en laisser à sa femme. William a dit que Madame Timney avait souvent emprunté à sa défunte mère, puis à lui et à sa sœur. Selon lui, ces prêts ne concernaient pas que de l'argent. Madame Timney demandait souvent du thé, du sucre et d'autres provisions, envoyant fréquemment ses enfants car ils étaient les plus difficiles à refuser. Il a ajouté que plus récemment, sa sœur avait refusé d'accorder d'autres prêts après avoir vu Madame Timney prendre du bois à la ferme familiale. Après 2 nouvelles disputes entre sa sœur et Madame Timney, il s'inquiéta de la tension croissante et conseilla à sa sœur d'éviter les conflits, car Madame Timney était connue pour son tempérament colérique. Avant de quitter la barre des témoins, il a déclaré au tribunal qu'après la mort de sa sœur, il avait fouillé le cottage car il pensait que le mobile du meurtre était le vol. Il a dit avoir retrouvé son argent en sécurité dans un coffre fermé à clé. Cependant, peu de temps après, il s'est rendu compte que du thé et du sucre manquèrent, bien qu'ils aient été achetés quelques jours plus tôt. Susan Timney, la fille de l'accusé âgée de 9 ans, a également témoigné. Lorsqu'on lui a demandé si elle savait qu'il était mal de mentir, elle a répondu que oui. Le 13 janvier 1862, elle a rappelé que son père était parti tôt travailler et que sa mère avait nourri le cochon en robe tartan. Elle a dit qu'elle avait vu Agnès Sprout et les 2 enfants du barbier passer. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu sa mère repartir après avoir nourri le cochon, elle a d'abord répondu que non. Mais l'accusation a répété cette question plusieurs fois, jusqu'à ce que l'enfant, bouleversé, se mette à pleurer. Finalement, elle a admis que sa mère était allée à la chaumière d'Anne Hannah, mais elle ne pouvait pas dire quand sa mère était revenue ni combien de temps elle était partie. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelque chose de particulier concernant la robe de sa mère, la jeune fille en a pas répondu. Mary Barber et Agnès Corey ont aussi témoigné que, quelques jours avant le meurtre, Madame Timney leur avait demandé un prêt, disant qu'elle n'avait pas de quoi nourrir ses enfants.
Lorsque le juge a résumé l'affaire, il a mentionné la courte période pendant laquelle le crime a été commis, la proximité de l'accusée avec la défunte et l'opportunité qu'elle avait eue de commettre cette attaque brutale. Bien qu'il ait souligné que cela, à lui seul, ne prouvait pas sa culpabilité, il a néanmoins relevé plusieurs circonstances remarquables, disant que le mari de l'accusé avait emprunté 2 shillings ce matin-là parce qu'il n'avait pas d'argent chez lui. Pourtant, lors de la fouille policière, 7 shillings ont été découverts dans la maison. Le juge a aussi noté que le thé et le sucre, absents le matin chez les Timney, mais présents l'après-midi, avaient disparu de chez les Hannah au même moment. Il a également parlé de la découverte de sang frais sur les vêtements de Madame Timney, en particulier à des endroits où cela ne pouvait pas être expliqué. Il a dit que bien que l'accusé ait affirmé que les taches étaient là depuis 3 semaines, elles semblaient très fraîches lorsque l'agent Robson les a vues pour la première fois. Le juge a rappelé au jury que l'affaire ne reposait pas sur une seule circonstance, mais sur l'ensemble de toutes les circonstances réunies. Il a affirmé qu'il ne faisait aucun doute qu'un crime avait été commis, et que, si selon eux c'était Madame Timney, ils devaient se demander si c'était justifiable. S'ils ne le pensaient pas, elle devait être déclarée coupable. Le jury s'est retiré à frein minute de 8 heures et est revenu une demi-heure plus tard avec un verdict unanime. Ils ont déclaré l'accusée, Madame Mary Timney, coupable de meurtre. Madame Timney n'a montré aucune réaction visible. Mais lorsque le juge a annoncé qu'elle serait pendue pour son crime, elle s'est effondrée et a dit « Monseigneur, ce n'était pas moi ». Après que la sentence de mort a été prononcée, pendant plusieurs jours suivants, elle a été complètement submergée par le désespoir et la faiblesse. Cependant, l'instruction religieuse qu'elle a reçue a commencé progressivement à l'apaiser. Elle est devenue plus calme et docile, montrant qu'elle commençait à comprendre le message de l'Évangile et son application à sa situation. De plus, elle a fait une confession complète du crime, ce qui, selon elle, l'a aidée à soulager la culpabilité écrasante et le désespoir qui pesaient lourdement sur elle. Selon le récit de Marie, elle et son mari avaient vécu heureux ensemble pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'ils déménagent à Carlsfad, environ 2 ans avant l'incident. Elle a déclaré qu'après le déménagement, Hannah avait exercé une influence sur son mari, provoquant des tensions qui ont suscité la jalousie et des conflits entre les 2 femmes. Elle a ensuite décrit ce qui s'est passé le 13 janvier. Elle a dit qu'elle était sortie ce matin-là ramasser du bois pour le feu avec une corde pour les attacher. Alors qu'elle retournait vers sa maison, Hannah lui a crié dessus, l'accusant d'avoir volé le bois. Cela a mené à une dispute et à un échange de coups. Elle a dit qu'elle était brièvement rentrée chez elle, toujours en colère et de plus en plus énervée. Elle est retournée chez Hannah avec l'intention de simplement lui donner une correction. En entrant dans la cuisine, elle a affirmé qu'Anne l'avait frappée avec un maillet. Cela, a-t-elle insisté, l'a rendue très en colère, et elle s'est vengée et finalement elle a réussi à arracher le maillet des mains d'Anne. Lorsqu'elle l'a fait, elle l'a frappé à la tête, puis, dans un accès de rage, l'a frappé plusieurs fois. Elle a affirmé que le maillet ne lui appartenait pas et qu'elle ne l'avait pas amené au cottage d'Hannah. L'affaire de Mary Timney avait suscité de vives émotions à travers Dumfries et au-delà, en grande partie parce qu'elle était la mère de 4 jeunes enfants. Alors que la nouvelle de sa condamnation et de sa confession se répandait, l'opinion publique basculait en sa faveur. Des organisations féminines ont défendu sa cause, écrivant aux journaux et aux hommes politiques, exigeant la clémence. Une pétition portant plus de 3000 signatures a même été envoyée au ministre de l'Intérieur. Un point crucial de discorde portait sur la question de savoir si Madame Timney avait apporté le maillet avec elle avant l'attaque fatale. Elle avait toujours nié cela et après l'aveu, des experts juridiques ont affirmé qu'il était essentiel de savoir si le maillet se trouvait déjà dans le cottage de Mademoiselle Hannah, afin de déterminer si l'acte était prémédité ou s'il s'agissait d'une réaction désespérée née de la colère et de la légitime défense. William Ewart, le député de Dumfries, qui était également un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort, a été pressé de faire appel directement à Sir George Grey, le ministre de l'Intérieur, au nom de Mary Timney. Il l'a fait et une délégation est allée chez le ministre de l'Intérieur, dans le nord-est de l'Angleterre, pour défendre Madame Timney. Cependant, malgré ses efforts, l'appel a été rejeté et Mary Timney serait pendue pour son crime. Le matin du 29 avril, 1862, plus de 3000 personnes se sont rassemblées à la prison de Dumfries pour assister à l'exécution de Mary Timney. La sécurité était renforcée avec 50 policiers et 200 agents spéciaux chargés du maintien de l'ordre.
Lorsque l'horloge sonna 8 heures, la foule se tut et Marie Timney fut conduite à l'échafaud. Lorsque la cagoule noire fut placée sur sa tête, elle s'écria « Oh mes 4 petits, oh mes 4 petits !» Les journaux ont ensuite décrit cela comme un rappel bouleversant d'une mère face à la mort. Marie Timney a été la dernière femme pendue en public en Écosse. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.